pense que le produit arrive un petit peu à maturité, à un changement. On voit que les métiers bougent un petit peu dernièrement. Pendant des années, on a eu le côté un peu by the book, Silicon Valley, Ouais. Marty Kagan-like, et je pense qu'on sort un petit peu de ça, parce que le contexte en France est différent de ce que tu vas retrouver sur la côte ouest, qui est vraiment un microcosme des GAFAM et autres entreprises. Je pense aujourd'hui cette volonté un peu de s'adapter au marché français. On commence à se dire, ok, comment le produit peut maintenant faire partie de la strat, mais de manière assez rationnelle. Et on s'en fout des méthodos, on s'en fout du by the book. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le by the book pour être efficace sur le terrain et apporter de la valeur. Et c'est peut-être ça aujourd'hui d'ailleurs qui est mis en avant dans toutes les stratégies ou les orientations des boîtes. C'est ok le by the book, mais que ça nous serve à quelque chose. Bonjour et bienvenue dans cette saison numéro 2 du podcast Hands-On. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Michael. Michael, bienvenue. Salut Cyril, merci de me recevoir. Pas de souci. Écoute, aujourd'hui, tu as un parcours hyper intéressant. Tu es dans le passé, dans le conseil en product, une boîte qui a été rachetée par Octo. Et puis, tu es arrivé, je crois, il y a un peu plus d'un an chez PMU. Raconte-nous un peu en 2-3 mots ce que tu as pu faire dans le passé, les missions sur lesquelles tu étais et comment tu es arrivé aussi chez PMU. C'est exactement ça. En fait, je suis dans le produit depuis toujours. En fait, depuis la fin de mes études à aujourd'hui, je suis passé par tous les rôles, PO, PM. Aujourd'hui, plutôt Head of Product. J'ai aussi fait un petit peu de coaching quand je faisais du conseil. Je suis passé par des boîtes comme Decathlon, Dassault Systèmes, Française des Jeux. Et effectivement, aujourd'hui, chez PMU, depuis bientôt, récemment, mon anniversaire, justement chez PMU mi-novembre. Et du coup, j'occupe le poste de Head of là-bas et qui englobe un périmètre des apps de prise de paris hippiques. Tu as le sport, le poker, et également les applications qui sont à destination de nos partenaires en point de vente, donc où ils peuvent voir leur rémunération, etc., et autres actions et informations. Il y a également la promo, la Steam et la feed en transverse, et ce qu'on appelle le Data Hub, donc, qui permet en gros de mettre à disposition toute la donnée hippique à nos fronts, plus des back-office. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok, donc ça fait pas mal d'applications au total. C'est intéressant. Aujourd'hui, le PMU, on le connaît tous, effectivement, dans les communes en France, d'ailleurs présent dans plus de 6000 communes, j'ai vu sur Internet. Un nombre quand même assez impressionnant quand tu regardes 4 millions de paris chaque jour. Ouais. Et puis 15% du commerce qui est fait en ligne. Enfin, du commerce le gros du commerce est hors ligne. Hors ligne, pardon. 15% en ligne et 80% hors ligne. Donc, c'est les points de vente. Ça va être quoi? Ça va être des hippodromes. C'est ça. Ce qu'on appelle les CHR. Donc, les bars tabac, restaurants. On est également sur les aires de repos depuis peu. Et beaucoup d'autres, ce qu'on appelle points de diffusion. Les aires de repos d'autoroute. Oui, ce qu'on appelle des points de diffusion. Ouais. Et on nous retrouve un petit peu partout en France. Et je pense que c'est une entreprise qui est dans le cœur des Français, que tout le monde connaît de près ou de loin, que ce soit nos turfistes pour le Paris, que ce soit les Français dans les troquets qui créent du lien social en France. Voilà. Hyper chouette d'avoir rejoint une boîte comme ça. Qu'est-ce qui t'a séduit justement avant d'arriver? Qu'est-ce qui t'a fait dire j'ai envie de passer du conseil, je voyais plein de missions à justement ce côté je suis head-off en interne quoi. Déjà parce que j'étais déjà passé dans le secteur du betting. J'avais plus été sur le sport. À la FDJ, c'est ça? À la Française des Jeux, exactement, sur l'application Paris en sport point de vente, donc l'app de prise de paris en point de vente. Et ce qui m'a séduit, c'est que il y a cette partie betting, secteur que je connais bien, nouveau challenge comme n'importe quelle personne. Mais aussi parce que moi, je suis quelqu'un de passionné, je fais énormément de sport, je fais énormément de musique, de photographie, et je trouve que le hippisme et le sport, de manière générale, c'est des milieux de passionnés. Ça nécessite de s'y intéresser. On ne devient pas turfiste en 2 jours. C'est un milieu de passation, de passion. Toutes les personnes qui travaillent chez PMU sur les points de vente pourront le dire eux-mêmes parce qu'ils le voient tous les jours quand ils y travaillent. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait. Ok, hyper intéressant. Donc, tu as combiné ta passion et à la fois tes expériences passées dans ce que tu avais apprécié pour pouvoir te dire ok, c'est la boîte dans laquelle je veux arriver. Ouais, c'est ça. Puis, tu as aussi le côté boîte quasiment centenaire. Dans quelques années, PMU sera centenaire. Ouais. Et du coup, savoir que tu bosses pour une boîte qui faisait de la prise de paris en ticket papier, qui a évolué sur du digital avec des bornes, des terminaux. Tu me disais au déjeuner qu'à l'époque, les gens étaient sur leur scooter, ils faisaient le tour des plus PMU, des motos, parce qu'à scooter, des motos, il sera encore le soir. Mais voilà, c'est faire partie de tout ça, en tout cas pendant un certain laps de temps. Et même si moi, j'y prends part plus tard que certains collègues qui y sont depuis 20 ans ou plus,
Mais je trouve ça hyper intéressant de bosser là-dedans et justement de bosser dans une boîte qui se transforme dans le digital avec toutes ces anciennes pratiques, qui essaie de faire du Ouais. nouveau, avec ses challenges, ses réussites. Voilà. Ah, hyper intéressant, j'avoue. Parlons un peu maintenant de l'organisation pour savoir comment ça fonctionne, qu'on puisse se projeter un peu. Donc, je crois que tu as un CPO au-dessus, vous êtes deux head-off. Comment Ouais. vous êtes répartis? Combien de PM dans l'équipe? Ouais. Parle-nous un peu de tout ça. Alors, nous, on a la particularité, non, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui ont ce modèle-là, mais on est en safe. Et donc, ça parlera aux safistes, mais on a deux trains. Un qui est plutôt sur la partie que je dirais offline, et avec les équipements qui sont en point de vente, donc les terminaux et les bornes. Ouais. Donc, ma collègue Mathilde qui gère cette partie-là. Donc moi, je suis en point de vente, je suis au PMU, je veux faire un pari, je vais sur la borne en offline, et puis après, je vais au comptoir. Voilà. Après, il y a et- d'autres mécaniques à travers l'app, générer un QR code, aller voir son terminal. Ça, c'est plutôt dans mon périmètre, puisque ça touche aux apps. Et donc, c'est ce que je te disais, il y a deux trains. Notre CPO qui englobe tout ça. Et nous-mêmes, on fait partie de ce qu'on appelle la DMPE, donc, qui est une direction qui regroupe à la fois la force marketing, les personnes qui gèrent l'offre, les web analytics, le produit, la MED aussi, voilà, qui fait tout le travail que peut-être certaines personnes ont vu sur le rebranding un peu de PMU pour un peu le remettre au cœur des Français, et qui ont fait un travail monstre. Et en dessous, du coup, j'ai des PM et des product owners. Comme on est en safe, il y a cette dissociation. Les PM ont des verticales produits et vont plutôt s'occuper des sujets en transverse et de la discovery. Et les PO vont plutôt être sur du delivery et sur des petites discoveries, cadencer les équipes quotidien, etc. Ok, ça représente donc deux pôles. Toi, ça représente combien de POPM chez toi? Moi, j'ai 15 POPM chez moi. Ok, d'accord. Et une dizaine de l'autre côté, c'est ça? Une dizaine de l'autre côté, puis après des PM et PO qui sont plutôt sur des sujets en transverse. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ça touche un petit peu au betting, donc ça peut être très particulier pour ceux qui les écoutent. Mais voilà comment on est un petit peu organisé. Ok, hyper intéressant. On voit quand même un contexte qui, dans l'ensemble tes prédécesseurs, d'autres homologues que j'ai reçus sur le podcast qui me disaient que le contexte économique était incertain. Effectivement, côté produit, il y a peut-être une certaine rationalisation des choses. Est-ce que tu trouves, ou non d'ailleurs, que le contexte actuel fait que vous faites du produit différemment ou que les enjeux sont un peu différents par rapport à il y a 1 ou 2 ans ou tu n'observes pas forcément ça? Ouais, je l'observe. Après, je l'observe, je pense, pour plusieurs raisons. Je pense que le produit arrive un petit peu à maturité, à un changement. On voit que les métiers bougent un petit peu dernièrement. Pendant des années, on a eu le côté un peu by the book, Silicon Valley, Marty Kagan-like, et je pense qu'on sort un petit peu de ça, parce que le contexte en France est différent de ce que tu vas retrouver sur la côte ouest, qui est vraiment un microcosme des GAFAM et autres entreprises. Et le produit a, je pense aujourd'hui, cette volonté un peu de s'adapter au marché français, aux entreprises dans lesquelles il est impliqué. Il y a aussi, comme tu l'as dit, je pense, le contexte économique. Les entreprises sont un peu plus frileuses. On va un peu plus regarder le ROI. C'est peut-être pas nous, côté produit, qui allons le faire. Il y a plus côté ce qu'on appelle les business owners ou COMEX, voire COMEX N-1, qui font cette espèce de forme de première priorisation pour un peu protéger, en gros, ce qui nous rapporte de l'argent. Hein. Enfin, on va dire les choses. Et après, nous, dans un deuxième temps, on vient plus en surcouche pour apporter cette patte à travers, par exemple, la discovery, pour dire tel sujet, il a un fort ROI, mais par contre, il va avoir tel impact en autant d'équipes, autant de dépendances, donc on va prendre autant de temps à le faire, donc ça met telle date d'atterrissage. Donc peut-être leur donner la nuance pour qu'ils prennent encore mieux cette décision. Je dirais. Ouais, je trouve qu'il y avait un peu la période où tu faisais du produit parce que tout le monde faisait du produit et comme c'était hyper moderne de faire du produit, fallait y aller, un peu comme l'IA, tu vois, peut-être si j'extrapole un peu. Et puis, maintenant que forcément on commence à se demander, est-ce qu'on met l'argent au bon endroit et est-ce qu'on met pas trop d'argent à un endroit donné, on commence à se dire, ok, comment le produit peut maintenant faire partie de la strat, mais de manière assez rationnelle et on s'en fout des méthodos, on s'en fout du by the book. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le by the book pour être efficace sur le terrain et apporter de la valeur. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, d'ailleurs, qui est mis en avant dans toutes les stratégies ou les orientations des boîtes. C'est OK le by the book, mais que ça nous serve à quelque chose. Ouais, exactement. C'est un discours qu'on répète à nos équipes régulièrement. C'est de ne pas être dogmatique. C'est facile à dire, hein, parfois.
ça arrive de prendre des fours, hein. On essaye de faire des discoveries, des fois être pragmatique et de se dire bon bah là ça sert à rien de passer par toutes les phases du double diamant, on va peut-être allitérer rapidement sur des solutions, comme ça on rencontre notre marché. Ça arrive qu'on n'arrive pas à faire ça parce que voilà, c'est aussi en faisant qu'on apprend. On pourrait peut-être partir du principe qu'on n'a pas le temps et l'argent de faire ça, mais ça reste nécessaire pour que les équipes montent en compétences Ouais. et que dans les années qui suivent, dans le binomage avec les métiers, le design, la tech, le produit, on prenne les meilleures décisions possibles collégialement et qu'on sache où mettre le curseur quand on traite un sujet, quoi. Complètement. D'ailleurs, tu disais que tu avais des product managers qui n'étaient pas forcément des PM, nés PM, quoi. Ouais, Donc, c'est marrant, tu as un peu tout type de profil dans ton équipe. ouais. Alors, c'est la richesse et parfois aussi la difficulté des entreprises comme PMU, c'est que on a des personnes qui sont dans la boîte depuis des années, Ouais. qui sont passées par d'autres typologies de métiers, directrice de prod, lead QA, responsable produit, ce genre de choses. Et en même temps, des PM qui sont vraiment comme moi, en fait, qui ont toujours fait ça toute leur vie. Et ce mélange, c'est une richesse parce que les personnes qui sont plus PM pure player, si je puis dire, ils apportent toute leur méthodologie, leurs connaissances, parfois un peu leur dogme, on en parlait. Et les personnes qui sont dans la boîte depuis très longtemps, qui sont peut-être d'une autre génération, vont mettre au regard, mais oui, mais attention, chez PMU, les choses fonctionnent plutôt comme ça. Historiquement, on faisait telle ou telle chose sur tel produit, donc attention. Donc c'est une vraie richesse. C'est parfois pas facile parce que, notamment quand on a commencé à mettre en place des méthodologies pour que il y ait une certaine logique quand on Ouais. s'adresse aux gens autour de nous, qui retrouvent un petit peu un terrain qu'ils connaissent. Mais il a fallu beaucoup expliquer, faire monter en compétences. Il faut parfois Ouais, il a fallu répéter. faire un entre-deux entre le by the book et Ouais, les gens qui connaissaient pas forcément le oui, produit et juste savoir aligner tout le monde, quoi. ouais, c'est ça. Puis j'avais pas forcément envie, même si je pense que c'est parfois un peu encore le cas, d'avoir une espèce de boîte noire, tu sais, du produit, du Ouais, bien développement, sûr. où les métiers se disent, on ne sait pas ce qui s'y passe. Hmm. Il y a le sujet qui est pris en discovery, il arrive en delivery, puis voilà. Tu sais pas trop ce qui se passe Voilà. entre les deux. Donc, Ouais, ok, intéressant. on essaie autant que faire se peut de casser ça. Ouais. C'est pas forcément évident tout le temps, hein. Naturellement, on rentre tous dans notre couloir de nage et sur ce qu'on sait faire. Mais voilà, on essaie de le faire avec les autres directions et de plus en plus travailler main dans la main. C'est pas forcément tout le temps hyper clair et évident, mais voilà, on va dans la bonne direction et il y a des belles choses qui le montrent aussi, quoi. Ok, hyper chouette d'avoir ce feedback. Côté tech, ça marche comment aujourd'hui? Ouais. Vous travaillez avec vos homologues de la DSI du coup sur les différents sujets, c'est ça? Ouais, alors en fait, nous, le produit, on est rattaché à la direction marketing, Ouais. donc la DMPE. Et il y a de l'autre côté ce qu'on appelle la DOSI, donc la DSI. Donc globalement, on a chacun des homologues. Ouais. Moi, je dirais que mes homologues, c'est plus d'une part les RTE pour Ouais. les organisations des PI planning, les priorités, etc., les faire descendre dans les équipes. Les architectes qui vont avoir un peu un rôle transverse sur les solutions vis-à-vis des discoveries, ils vont apporter leurs connaissances techniques pour dire là, attention, cette solution elle est complexe, celle-ci elle est plus évidente. Dans l'organisation globale du SI, il vaut mieux que vous fassiez les choses comme ça. On a les engineering managers qui sont beaucoup plus en contact avec les développeurs. En gros, Ouais. ils managent les développeurs directement. On a aussi les Scrum Masters qui mettent du lien dans les équipes. Voilà, on a tout un tas de métiers, comme tu peux l'imaginer, Ouais. et comme on retrouve, je pense, dans beaucoup d'entreprises, où on a nos homologues. Et tu peux avoir un PO qui traite avec 8 ou 10 devs au quotidien sur son scope. Ouais, par contre, les PO, ils ont vraiment leur équipe. Ouais. En général, il y a un QA qui va être associé à un sujet. Il Ouais. peut aller recéter sur différents produits. Les équipes, en général, elles ont un tech lead. Nous, le design, ça fonctionne de manière assez particulière. C'est qu'on n'a pas ce qu'on attend tous souvent à l'état de l'art d'avoir un designer à part équipe produit. Ouais. C'est rare en général. Et du coup, on a plus des designers, je ne vais pas dire en mode agence, mais qui vont d'une équipe à l'autre en fonction aussi des Ouais, besoins. un peu transverse. Voilà, un peu transverse. Ouais. Ça fonctionne plutôt bien comme ça aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, il peut toujours y avoir
Des fois, c'est un peu moins bien dans la relation, Ah, mais je trouve que c'est courant d'avoir quand même un designer pour 4-5 PM ouais, c'est courant. qui vient travailler, parce qu'en fait, tu n'as jamais besoin d'un designer. Alors, ça dépend de ton produit, évidemment, mais tu n'as jamais besoin d'un temps plein avec toi. Ouais, complètement. Il y a des produits où on va avoir beaucoup plus de besoins permanents. Ouais, Sur les apps de prise de Paris, par exemple, hein, on a des sujets constamment. Mais mon message, c'est plus, bah, évidemment, on rêverait tous d'avoir un designer par ouais, équipe carrément. produit. Et même les équipes de design, je pense que ça rêverait de ça. Après, on fait avec et globalement, ça marche plutôt bien. Ok, très chouette. Justement, pour revenir un peu à ce contexte et ma question de départ, aujourd'hui, quand vous avez des sujets qui arrivent sur la table, Ouais. et justement, bah, je pense que vous avez beaucoup de sujets de priorisation, hein, évidemment, qui sont là dans les équipes produits. Comment vous gérez? Est-ce que c'est vous qui dealez seul face à la chose avec votre discovery? Est-ce qu'au contraire, j'en sais rien, vous parlez pas mal Mm. avec la partie financière, côté Ouais. CFO, côté PMU? Comment ça fonctionne aujourd'hui, cet aspect priorisation, profitabilité sur les chantiers que vous menez? Alors, elle est faite à travers plusieurs axes. Donc, il y a l'axe stratégique qui est construit d'une part par la direction de la relation commerciale, la DRC, Ouais, euh, parce qu'elle va avoir une stratégie un peu différente du online, parce que ce qui se passe en point de vente sur les bornes, les terminaux, ou sur l'app de Paris en point de vente, voilà, les axes sont différents. Et d'autre part par la DMPE, pareil avec qui est un business owner. Donc il y a cet axe stratégique qui est ensuite décliné sur ce qu'on appelle un plan d'action opérationnel. ouais, Donc ce plan d'action opérationnel, il va servir, bah, voilà ce qu'on se disait au début, un peu à défendre ce qui nous donne de l'argent, les prérogatives, ce qui vraiment est immanquable dans les années à venir à faire pour être au niveau du marché, ouais. garder nos enjeux, etc. Et ensuite, nous, derrière, avec ces sujets-là, plus on va dire les sujets connexes de delight, d'innovation, etc., on va proposer une priorisation par rapport à la complexité aussi. Parce que c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a des sujets qu'on peut paralléliser, d'autres non, Ouais. d'autres qui ont plus d'impact, d'autres qui vont être très transverses à beaucoup d'équipes, donc qui vont occuper très longtemps. Et donc on essaye autant que faire se peut de leur donner le plus rapidement possible ces éléments-là pour retravailler une priorisation avec eux. Donc, tu as une idée qui arrive, tu vois, j'en sais rien, sur la home, pour faire évoluer le côté home de l'app, Oui, pour un objectif donné. ouais, Elle t'est transmise, vous entamez une phase de discovery, ouais, et on parlera tout à l'heure peut-être de ouais, votre framework de discovery. Vous donnez tous les insights, comme ça ils peuvent aussi bien ouais, produit que tech sur la complexité, et oui, ensuite ils peuvent arbitrer en fonction de ce que vous avez tiré comme ouais. élément. Alors ce qui est intéressant au PMU, c'est que globalement, cette partie insight, en fait, tout le monde l'a. Ok, En fait, on a la chance d'avoir plusieurs choses qui nous permettent bah, déjà d'avoir de la donnée. On a beaucoup de données au sens BI, on a beaucoup de données au sens Web Analytics, ouais, qui est disponible et ouverte à tout le monde. On a un département d'études, donc il y a une plus grosse force de frappe que nous pour aller chercher des verbatim clients en point de vente, ouais, sur des clients démissionnaires, sur des turfistes, sur des nouveaux, sur plein de choses. On a aussi un service qui s'appelle le Club, qui est d'une très très grosse aide et qui lui travaille beaucoup avec nos très gros parieurs. ouais. Et pareil, c'est une source folle de data quali, puisqu'on va avoir des verbatim sur ce qui nous manque, ce qu'ils aimeraient, etc. Et comme le pari hippique, bah, c'est aussi beaucoup les turfistes qui le font. C'est ce que je disais, c'est quelque chose de passion, de s'approprier le sujet et le connaître. Bah, on a tout intérêt à faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent, tu vois. Oui, en fait, vous avez quand même besoin d'une app qui est assez efficace, puisque tout se joue dans l'instantanéité, Oui, de rapidement parier. Vous êtes quand même dans un secteur de niche, oui, donc tu dois avoir quand même deux ICP, j'imagine. Enfin, tu dois en avoir beaucoup plus, je pense, mais deux sortes d'ICP. Celui qui est vraiment le passionné et qui connaît tout par cœur et qui a mm, juste besoin de quelque chose d'utile, ouais, et peut-être plus le débutant. ouais, C'est là où je te partageais mon expérience, mes premières ouais, expériences en pari hippique, mais qui connaît pas grand-chose et qui a besoin d'être guidé. ouais, c'est ça. Et c'est aussi ce que je disais, c'est que la transmission aujourd'hui, elle se fait beaucoup en point de vente. Ouais, Tu vois, dans les lieux un peu comme enfin, les bars, etc., où un ancien va rencontrer un jeune, il va lui expliquer comment est-ce qu'on parie, etc. On essaye de plus en plus aussi sur les apps d'adresser bah, les nouveaux parieurs à travers des guides de paris, ouais. etc. On a des réflexions aussi autour de l'IA, on aimerait faire beaucoup de choses, Ouais. bah, tu vois, le pari du jour, ce genre de choses, tu vois, qui peut de mettre le pied à l'étrier sans faire de mauvais jeu de mots à un débutant. Mais, euh, mais globalement, voilà, c'est un peu comme ça
qu'on fonctionne aussi sur la prise de décision. Elles ne sont pas faites de manière anodine. Elles sont, par notre COMEX et le Codira de -1, c'est pris avec tous ces éléments, ces insights, données quanti, données quali. Ça revient chez nous et en effet ping-pong, on leur renvoie un peu la complexité à faire la chose, etc., quoi. Ok, hyper intéressant de voir comment vous êtes organisé là-dessus. Sur la partie, j'aime bien toujours avoir deux, trois exemples. Est-ce qu'il y a des exemples de chantiers que vous avez menés ou des features ou autres sur lesquels vous êtes particulièrement fiers à l'équipe produit Ouais. et qui a apporté pas mal de valeur aux utilisateurs Ouais. récemment? On en a un qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle la fiche cheval. Donc, c'est une fiche sur un cheval. En gros, on va voir ses dernières performances, son entraîneur, enfin énormément de données hippiques. Ok. Et c'est un sujet qui est assez challengeant parce que Ça, c'est de la donnée propriétaire c'est alors, de la donnée il y a une donnée commune justement, dans on le domaine intègre hippique. des sources de données extérieures. Donc, Ouais. c'est aussi ce qui fait que c'est pas un sujet évident parce que ces mêmes sources de données extérieures, elles n'ont pas forcément intérêt à suivre notre modèle de données Ah, économiquement évidemment. pour, Ouais. pour eux. Et donc, nous, on a tout un travail d'agrégation de la donnée qui n'est pas évident, etc. Et c'est un sujet qui était énormément attendu par les turfistes parce que c'est ce que je te disais, c'est un milieu de données, de connaissances. Et si un jour tu vas sur l'hippodrome, bah, tu pourras voir un peu les chaises musicales des personnes qui regardent la musique du cheval, donc ses dernières performances, etc., qui ensuite vont parier, qui observent au dernier moment ce qui se passe à l'échauffement, etc. Donc c'est la reproduction de ce que tu peux faire peut-être avant la course à l'hippodrome en allant regarder les chevaux qui avancent, juste Ouais, là avec le en max partie. d'infos que tu donnes aux parieurs En partie. en amont. On Voilà, une donne partie. beaucoup. En fait, il y a l'information, on va dire, à froid, Ouais. donc toutes les dernières performances, et l'information à chaud, c'est celle qui se passe en hippodrome, Oui. sur l'échauffement du cheval, etc., quoi. Ouais, c'est même complémentaire d'ailleurs en fait. Voilà, exactement. Ok, donc ça, chantier où vous aviez anticipé une forte demande, donc chantier que Ouais. vous avez mené en discovery de la part, Ouais. enfin, et initié par là-haut, j'imagine. Bah, on sait que nos parieurs vont parfois aller chercher de la donnée ailleurs. D'accord. Nous, on a envie qu'ils fassent tout sur notre app, hein, Ouais. qu'ils aient toutes leurs données, que de cette donnée puisse passer à la prise de pari, puis après au paiement. Et voilà, qu'on a tout intérêt à ce qui reste chez nous. Et ça, pour cet insight de savoir qu'il quittait l'app, c'est quoi? C'est des données que vous aviez analytics dans l'app? C'est des choses que vous aviez vues en point de vente? C'est plus des choses que vous entendiez Bah, c'est des verbatim aussi. C'est ce que je disais, c'est qu'on a la chance d'avoir le club Ouais. qui nous permet de très vite avoir des verbatim clients. Donc, s'il y a des parcours qui sont pas très clairs, qui ont besoin d'être améliorés, bah, on est assez vite au fait finalement. Et tu dirais que ton ICP prioritaire sur l'app, c'est qui? C'est vraiment le passionné, tu vois, Ouais. qui utilise au quotidien, donc ceux qui font partie du club, ou ça reste quand même le débutant que vous voulez fidéliser à votre système? Non, ça reste le turfiste parce que c'est eux qui nous créent nos masses d'enjeux. Ouais. C'est eux qui font vivre un petit peu tout ça. Finalement, un débutant, on peut très vite le perdre. Finalement, tu vois, s'il arrive sur notre app, qu'il accroche pas, on peut essayer de le rattraper pour en faire un passionné, mais c'est pas lui qui va nous rapporter vraiment de l'argent, des masses d'enjeux, etc. Et tu penses qu'un passionné, il aura plus, parce que PMU, c'est une marque que tout le monde connaît, historique, tu penses qu'il aura plus tendance à aller sur PMU ou sur des apps un peu modernes, type BetClick, tout ce que tu veux Est-ce qu'il y a une particularité dans votre produit qui fait que, ok, vous arrivez à quand même bien fidéliser ces passionnés, pardon? Bah, parce que d'une part, je pense qu'on est l'acteur historique. Ouais. On est quand même très visible en France, même s'il y a des concurrents comme The Turf ou BetClick qui piquent des petites parts de marché. On reste quand même l'acteur majoritaire, je pense, dans le cœur des Français. Je pense qu'on a une très bonne app. On adresse aussi énormément de canaux, Ouais. ce que font pas forcément nos concurrents. Nous, on est sur le online, on est sur le offline. On nous trouve en hippodrome, on nous trouve sur les CHR, tu nous trouves sur ton téléphone. Enfin, voilà, on adresse énormément de canaux. Ouais. Et je pense que c'est une force. Ouais, carrément, vous avez quelque chose d'ancré dans le Ouais. passé qui forcément a fait votre force aujourd'hui. Et puis, vous voyez les nouveaux arriver, enfin les boîtes plus modernes. Et donc, ça vous inspire forcément sur certains aspects. Oui. Il faut en tirer le meilleur, quoi. Puis c'est une concurrence saine. Nous aussi, ça Ouais. nous permet de nous mettre en ordre de marche sur beaucoup de choses, de vouloir se mettre en position de leader tout le temps. Enfin, voilà, il y a de la concurrence, mais ça reste sain pour nous. Très intéressant. Bah, tu m'as tendu la perche plusieurs fois avec ce côté un peu figital, hein, donc le côté digital et puis point de vente physique, borne physique, etc. Comment ça se matérialise au quotidien? Vous bossez beaucoup ensemble entre les deux équipes. Il arrive à y avoir des vraies continuités dans les parcours, les intentions utilisateurs entre les deux, ou alors c'est vraiment des ICP assez différents?
C'est des choses qu'on essaie de faire, notamment, là, on y pense beaucoup pour le futur. Ça existe déjà en grande partie. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites, mais on a envie d'aller encore plus loin. Tu vois, je te parlais de l'app PMU point de vente, la borne, le terminal, l'app que le partenaire utilise. Tu vois, comment est-ce qu'il y a une logique qui s'insère entre tout ça. Donc, on essaye autant que faire se peut de casser les silos. Moi, je travaille beaucoup avec mon homologue Mathilde sur l'autre train pour aller vers là-dessus. Donc, c'est pas toujours évident parce que ça crée beaucoup de dépendance, ça tire beaucoup d'équipes, ça nécessite d'être solidaires tous ensemble avec les techs, le produit, la data, Ouais. etc. Donc, c'est jamais évident, mais on essaye beaucoup de temps vers ça. Ouais. Ok, intéressant. C'est quoi t'as un parcours en tête où justement l'utilisateur passe par les deux? Bah, par exemple, le QR code 2 en 1, il va passer de son app jusqu'à aller scanner son QR code. Donc concrètement, ça se matérialise comment Bah, ça, tu fais ta prise de pari, tu génères ton QR code où tu as toute ton information de ta prise de pari. Donc au lieu de Que tu vas payer, je scanner. génère un QR code. Ouais, c'est ça. Ok. Et que tu vas scanner sur le terminal qui génère ta prise de jeu que tu payes. Et puis, Ok, ta donc c'est prise juste de pour jeu. délocaliser la Voilà. partie paiement en point de vente, c'est ça? Voilà, tu as la même chose qui est fait chez notre concurrent Française des Jeux qui font aussi du QR code. C'est voilà, les ponts un petit peu entre les deux. Ok, donc ça c'est le principal en tout cas Ouais. utilisation des deux. Est-ce que tu en vois d'autres comme ça ou pas forcément? Bah, après, on a beaucoup de personnes, mais c'est pas des liens directs, mais plutôt Ouais. indirects, où on va voir des gens qui sont sur l'application, parfois juste pour préparer leur prise de pari ou Ouais, regarder d'accord. en gros la data épique, et Ouais. qui après vont aller sur la borne parce qu'eux, ils aiment beaucoup la borne. La borne, en fait, elle a ce côté très direct, très prise de pari, qui est très apprécié. Donc, ils vont aimer un peu avoir les deux, regarder, et puis aller prendre leur pari. Puis après, on a d'autres canaux, prise de pari par SMS. On fait de la prise de pari par téléphone pour nos très gros parieurs, donc qui donnent en gros leur pari à un agent par téléphone. Le pari est pris en compte, etc. quoi. Parce que j'imagine que quand vous entamez une discovery sur un sujet, vous avez peut-être à certains moments une nécessité d'aller sur le terrain, d'aller au PMU, etc. Ouais. Est-ce que vous faites souvent de la discovery où vous apercevez, ah bah non, c'est côté plutôt borne physique, ou alors vous faites de la discovery ensemble? Comment ça marche cette partie-là? Ça dépend les sujets. Ouais. Justement, on peut parler du playbook. En gros, le message qu'on donne au PM, c'est déjà d'essayer de sizer la discovery. Donc, est-ce que c'est plutôt du S, du M, du L? Est-ce qu'on a la réponse à toutes les problématiques? Est-ce que parfois on connaît la problématique, on a déjà des use cases, on a des verbatim très très précis, on connaît le problème? Et du coup, là, ce qu'on va se dire, c'est on a peut-être plutôt tout intérêt à déjà designer la solution, la pousser en prod, itérer dessus. Après, effectivement, si on sent que la problématique n'est pas très bien comprise, tu vois, par exemple, on l'a fait sur un sujet qui s'appelle la parieuse. Donc, Ouais. en gros, c'est ni plus ni moins notre parieuse pour prendre du pari sur l'app. Ouais. Et il y avait beaucoup de verbatim, mais on avait cette volonté de comprendre un peu plus le problème pour vraiment designer la bonne parieuse de demain. Donc, on a travaillé avec le département études, un petit peu avec le club aussi, pour commencer à tester les parcours, pour voir si ça pouvait vraiment répondre à ce que l'utilisateur veut faire. Ouais. Parce que l'utilisateur, souvent, il sait ce qu'il veut faire, mais pas comment. Donc, on essaie de travailler comme ça, en fait, de comprendre ce qu'il veut, et nous, de lui apporter vraiment la bonne solution, en travaillant, comme je te disais, entre design, produit, métier, pour vraiment avoir la bonne solution. Parce qu'on a aussi la chance, côté métier, d'avoir des gens qui sont des turfistes, qui connaissent Ouais. vraiment aussi le métier, et qui, eux, vont nous apporter beaucoup de transversalité, en fait, aux réflexions quand on réfléchit aux solutions. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, sur cette partie, tu dis que tu as des product managers à la fois internes, à la fois externes, etc. Mhm. Tu as réussi à créer un playbook de discovery, Ouais. justement. Qu'est-ce que ça contient, en quoi ça Ouais. consiste et qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? Ouais. Alors, pour pas faire de fausses pubs, et pour être tout à fait honnête, on n'a pas réinventé la roue. Ouais. On s'est basé en gros sur un double diamant, voilà, qui est connu, je pense, de tout le monde en design et en produit. On a repris le contexte PMU Safe, donc pour intégrer plus sur la partie atterrissage de solutions et le cadencement aussi qu'il y a derrière. Sur la manière de fonctionner, déjà qui est en place chez PMU sur la réflexion des solutions. Et en gros, on l'a divisé. Voilà, première phase du double diamant, plutôt compréhension du problème, ensuite exploratoire,
Après, plutôt sur le design de la solution, puis resserrer, enfin, tu vois, le diamant tel qu'on le voit. Et après, on a rajouté des instances qui étaient déjà existantes, qui peuvent correspondre à des ateliers que tu peux faire dans certaines phases du double diamant. Puis on en a rajouté par rapport aux connaissances que nous, on a pur produit et pur design. Et c'est quelque chose qu'on a fait en collaboration avec les équipes design. Ok. Donc le head of design, ses équipes, nous côté produit. Voilà. Ok, intéressant sur cette partie-là. C'est quelque chose que vous utilisez pour l'ensemble des problématiques que vous avez. Vous le faites qu'à partir d'un sizing Ouais. X ou Y. Quelles sont les règles un peu là-dessus en C'est interne? ce que je te disais, c'est si on sent que c'est un sujet très complexe, une Ouais, grosse discovery, on va passer par toutes les phases. ouais, Si on sent que c'est un sujet qui est plus petit, on comprend la problématique, on a beaucoup de données, on sait où aller, ouais. bah, on va avancer tout de suite avec les équipes métiers sur la solution, on va en prod, et a posteriori, on voit si ça a fonctionné ou pas dans le futur. Mais on essaye d'être pragmatique, quoi. On essaye de, autant que faire se peut, de pas non plus perdre de temps, parce que parfois, les phases de discovery, on peut s'enliser dans quelque chose de très long, où au final, la solution de laquelle on accouche, elle correspond pas forcément au problème initial, parce que justement, Oui, comme on tu est... disais, il vaut mieux aller assez rapidement à la Ouais, rencontre des utilisateurs. Et puis, bon, ouais, voilà, de exactement. temps en temps, peut-être qu'on aura des erreurs qu'on va faire. Mais bon, c'est aussi grâce aux erreurs qu'on apprend et qu'on permet Ouais, de construire le exactement. meilleur produit. Puis la volonté derrière, c'était aussi de mettre un framework dans lequel tout le monde se reconnaît, parce que nous, on aime bien que chaque PM puisse aussi apporter un peu sa pierre et son style. Mais le défaut de cette qualité, c'est aussi d'amener de la distorsion aux gens avec lesquels on travaille et qui, au bout d'un moment, vont se dire je comprends plus. Moi, j'ai fait tel type d'atelier, puis après, l'autre fois d'après, on m'a mis celui-ci, pas dans le même ordre, Hmm, etc. Là, au moins, il y a un framework commun. ouais. Il y a des endroits dans lesquels les gens se reconnaissent et ça facilite grandement les choses. Après, voilà, c'est pas un modèle parfait. Ça arrive encore qu'il y ait des couacs, hein. C'est, je pense, comme C'est en beaucoup de amélioration nos continue, collègues. disons. Exactement. Ok, très chouette. Et, parlons un peu maintenant d'un sujet data, Ouais. puisque je le trouve assez intéressant, aussi bien pour le product manager Mm. qui lui-même aura besoin d'exploiter la Ouais. data sur soit les actions qu'il aura Mm. fait, soit des actions en cours par les utilisateurs, etc. Et puis aussi la data que vous allez Mm. emmagasiner sur les paris hippiques, tu parlais des fiches, de Ouais. l'extraction, etc. Donc vous stockez forcément ça. Est-ce que c'est un vrai enjeu pour 26? Tu te rends compte que ok, il y a un vrai effort à mettre dessus et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions. Est-ce que ça a toujours été en place Ouais. chez PMU? Comment ça se passe? Alors, il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. On a la chance d'avoir des équipes dédiées, notamment sur la web analytics, donc pour tout ce qui est données de parcours, etc. On a vraiment la donnée accessible assez facilement. On a les équipes plutôt data BI, etc. aussi qui vont nous mettre d'autres typologies de données. Ouais. On a plutôt des choses quali à travers le club, les études. Euh, on essaye aussi autant que faire se peut de se poser les questions le plus tôt possible. Donc en collaboration avec les équipes métiers et data, de se dire, bah voilà, c'est quoi les hypothèses qu'on veut vérifier en faisant ça sur nos produits. Et on essaye de plus en plus de faire des revues de performance, notamment dans les démos. Ouais. Pas tout le temps, mais tu vois, une fois que le sujet qu'on a poussé sur le produit, il a un peu de maturation, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et on va se dire, bah tiens, ça a eu l'impact escompté, ça ne l'a Donc pas le eu. product manager qui était en charge du chantier, bon, s'il est encore là, Avec les métiers, ouais. mais reprend un peu ce Ouais, sujet, reprend les problématiques que vous avez ouais, mises, les indicateurs de succès que vous aviez définis, oui, et va les analyser et les revoir avec le c'est métier. ça. Et on le fait voilà, avec le métier pour que eux aussi puissent nous dire, bah là, tu vois, ça c'est pertinent pour ce sujet-là, ça l'est peut-être un petit peu moins. Donc c'est vraiment un truc qui est fait en concordance. J'imagine que ça aide tout le monde à avancer. Alors de temps en temps, je pense que tu dois être peut-être loin d'une manière ou d'une autre d'ailleurs Mm. de ce que tu t'étais fixé, mais je trouve que c'est une transparence qui aussi est Ouais, due à tout le monde, parce qu'un métier qui connaît pas forcément la tech et le product, in fine, lui mettre ouais. des datas en face des yeux, en mode, ah bah regarde là, on avait imaginé cette amélioration, bon, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, même inverse. Mm. Bon, bah en fait, ça le fera peut-être réfléchir, tu vois, sur la prochaine demande. Donc je trouve ça Ouais, assez pertinent. totalement. Et puis toi, tu parlais des techs. Typiquement, quand on fait une démo, il y a un petit peu tout le monde. Il y a des QA, il y a des développeurs, lead dev, Ouais. des business owners. Des fois, on a quelques membres du COMEX qui viennent et qui se rendent dispo. Bah, autant pour eux, les chiffres, c'est quelque chose de... Voilà, ils en parlent tous les jours, c'est quelque chose d'assez logique pour eux. Autant pour des gens qui développent, bah, ils peuvent être un petit peu loin de ça et ça remet aussi du sens pour tout le monde. Et quand une solution est un succès,
bah, c'est cool aussi, ça permet de le fêter. Bah, complètement. C'est cool les gars, on a vraiment poussé la bonne solution en De production. valoriser toutes les Ouais, mains qui ont œuvré ouais, à c'est cette ça. réussite. Complètement. Très intéressant là-dessus. Sur la partie organisation aujourd'hui, tu disais que tu avais une partie PO, une partie Ouais, PM. C'est une organisation peut-être un peu ancienne dans ce qu'on voit dans ouais. les entités. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être évoluer un jour? Ouais. Comment tu vois un peu la chose là-dessus? Alors, chez PMU, on est passé par plusieurs phases. Ouais, Avant que j'arrive, d'ailleurs, effectivement, il y a eu des feature teams à une époque. On est reparti sur un autre modèle. Après, voilà, on a eu la discussion ce midi. Moi, je ne suis pas forcément dogmatique pour ça. Je pense qu'il y a des solutions qui fonctionnent dans des contextes. Là, on est à un moment donné, on a évolué, on est relativement nombreux. Le fait d'avoir PMPO, et je parle plus pour nous côté produit, l'impact que ça a négatif, pas que pour nous, mais je pense aussi pour tout le monde, c'est que ça fait beaucoup trop de points de contact. Ça fait pour les métiers, pour ouais, les bah, directions financières par exemple. pour tout le monde, je me mets à leur place. Pour le delivery, j'ai un point de contact. Pour les discovery, j'ai un point de Ouais, contact. d'accord. Quand on passe de la disco au delivery, bah, il y a forcément un passage de relais. Ouais. Faire redescendre le sujet au PO pour qu'il se l'approprie, que les équipes se l'approprient. Donc effectivement, on a un souhait d'évolution. Après, voilà, tout le monde sait que faire des feature teams, c'est pas miraculeux. Ça apporte des solutions, ça permet de réfléchir en vertical, ça permet au métier d'être plus proche des équipes techniques. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait tous beaucoup, parce que dans le travail de la solution, de comprendre pourquoi est-ce que c'est complexe de faire cette solution, bah, ça permet qu'un développeur puisse directement dire au métier et au business owner, bah, c'est compliqué pour telle ou telle raison, et éviter l'espèce d'effet téléphone arabe où Ouais. développeur, PO, PM, parfois moi, business owner. Et oui, c'est des choses qu'on a en tête. Après, je parle plus d'ajustement que de révolution, Oui. parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un très beau terrain de jeu qui marche bien pour plein de choses déjà. Et c'était une organisation un peu similaire d'ailleurs quand tu étais à la FDJ en termes de product, tech, etc. Ou c'était assez différent? C'est un petit peu différent. Après, FDJ, ça date un petit peu. On n'était pas sur les mêmes technos, donc Ouais. forcément, ça avait un impact. On était en full natif, Ouais. donc une équipe iOS, une équipe Android, avec deux PM dont je faisais partie à l'époque. Plus Donc un PM sur chaque techno? non, vraiment sur les deux technos. Ah oui, d'accord. Après, il y avait, je pense, le truc que tout le monde rencontre quand on est en full natif, iOS qui est toujours en avance sur Android. Ouais. On essaie autant que faire se peut de pousser les mêmes features en adaptant forcément à la technologie, les gestures Là sur spécifiques. FDJ, vous êtes plutôt sur un React Native ou sur un Flutter ou sur du Sur PMU, cross-platform? tu veux dire, on est Sur sur... PMU, pardon, vous êtes, Ouais, ouais. c'est ça, Ouais, React Native. ok. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, donc c'est marrant de voir aussi comment la Ouais, techno va forcément influencer derrière ouais, totalement. l'organisation produit, quoi. Après, sur du full natif, je pense qu'il y aurait eu possibilité aussi de travailler en feature, mais c'était le fonctionnement à l'époque, c'était il y a 7 8 ans. Donc ça a aussi évolué de ce côté-là entre-temps, quoi. Ok, Toutes les, intéressant. toutes les entreprises, je pense, ont testé des choses, vu ce qui fonctionnait, ce qui Puis fonctionnait tu as une phrase pas. très juste qui est effectivement on s'adapte au contexte et on fait Ouais, ce qui est le plus performant pour le contexte. ouais, totalement. Et donc effectivement, il n'y a aucune organisation idéale. Il y a juste ce que je te disais, j'entends plein de CPO, plein d'aides product Ouais. qui me parlent de choses. En fait, c'est de tirer le meilleur à chaque fois. En disant, ah, mais trop drôle, eux, ils ont eu telle problématique, ils ont Mm. fait ça. Peut-être que ça marchera dans mon contexte, mais pas Ouais, évident. totalement. Puis je l'ai vu, enfin, même par toutes les entreprises par lesquelles je suis passé. Si je compare Decathlon ou chez Dassault, où c'était Ouais, une petite start-up à l'intérieur de Dassault Systèmes, ou FDJ, ou maintenant PMU, la taille d'entreprise, le fait que ce soit une entreprise internationale, nationale, ça va avoir énormément d'impact sur le découpage des équipes. Est-ce qu'on fait bien sûr. des BU Ouais. pour gérer juste une partie du produit ou plusieurs produits? Donc ouais, faut pas avoir de dogme, voir l'historique de la boîte, comment les gens travaillaient avant, pas arriver avec ses gros sabots et dire ça c'est la bonne manière de fonctionner, parce que pour moi c'est faux. Et savoir écouter ça et essayer de l'adapter autant que faire se peut. Ouais, comme tu dis, la richesse aussi de ton parcours avant Mm. t'a permis d'avoir plein d'exemples. Et voilà, il n'y en Ouais, a pas totalement. forcément un qui est bon, etc. Non. On a parlé de la data, on ne pourra pas éviter le sujet de l'IA. Ouais. L'IA aujourd'hui, utilisée par les PM, utilisée Ouais. peut-être un peu à l'intérieur des produits, mais c'est vrai que comme ça, spontanément, Ouais. je ne verrai pas non plus 1000 cas d'usage Ouais. IA. Comment ça marche? Alors, nous, sur les PM, on travaille avec la direction de l'innovation chez PMU,
développe des outils internes, dont un chat PMU qui est un chat GPT C'est quoi? Lite. C'est une équipe de tech, product Ouais, tech, manager et tout? architecte, Architecte, ouais. est rattaché à notre CTO. D'accord. Et du coup, ils nous mettent des solutions à disposition pour que ça rentre dans un cadre sécuritaire aussi Ouais. d'entreprise, etc. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il y a chat PMU, j'en ai parlé, pour plus l'aspect conversationnel, comme on peut le faire avec un chat GPT. On travaille sur des agents aussi, Ouais. donc à l'aide toujours de la direction innovation, pour découper les user stories, pour faire de la documentation dans les deux Oui, sens. donc des agents qui vous êtes dans le métier Ouais, d'un product manager au quotidien, voilà, pour d'un les product owner. tâches qui, je ne vais pas dire ingrates, mais qui prennent beaucoup de temps, Ouais. plutôt que d'apporter de la valeur, on essaye de mettre ça en place. On essaye un peu le vibe coding, donc VS Code et Klein pour commencer à prototyper. Des fois, même juste pour s'amuser avec les métiers. Quand on est en atelier, des fois pour se projeter rapidement, c'est presque plus rapide que de passer par un Figma, faire une maquette, etc. Ouais. Donc, on essaye de faire ça, on en est au balbutiement en toute humilité. Donc j'espère que ça portera ses fruits. Et tu vois des cas d'usage aujourd'hui quand tu es sur certains parcours et tu dis, bah voilà, là on a du pain utilisateur, etc. Est-ce que tu vois certains cas d'usage où tu dis, ok, ça serait 100% intéressant, ou alors ça serait intéressant mais un peu risqué? Parce qu'on est quand même sur, vous manipulez des chiffres, hein, Ouais, de la donnée réelle qui ne doit pas être altérée par tel ou tel ouais. élément. Donc qu'est-ce que tu en dis un peu de tout ça? Tu veux dire des exemples pour Bah, les est-ce que tu vois PM? des exemples vraiment concrets où tu dis là, l'IA aurait vraiment un atout pour l'utilisateur final Sur dans les apps? l'application? Ouais, complètement. Oui, il y en a complètement, et je pense que tous les acteurs du betting se posent la question. Tu vois, typiquement, tu peux avoir une liste de paris longue comme le bras, que ce soit du sport ou du hippique, et proposer à quelqu'un sur base de ses habitudes de paris Ouais, une liste de intéressant. paris. Voilà, je sais Qui que serait pertinent pour lui ouais, au vu des derniers paris qu'il a fait, ouais. ouais. Je sais qu'il y a des acteurs du betting qui l'ont fait. Je sais que l'innovation chez nous et les métiers se sont aussi posé la question. On a énormément de données, tu vois, hippiques. Ouais. On pourrait faire beaucoup de choses sur proposer des paris. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de cas d'usage. Après, quel est le bon et celui qui répond vraiment à un besoin de l'utilisateur, c'est difficile à dire. Et j'aime bien l'approche du CPO de Le Bon Coin qui, eux, ont pris ça par un prisme de faire ça de manière seamless. C'est-à-dire qu'ils ont intégré de l'IA sans que ça soit nécessairement visible. Ouais. Dans ton parcours utilisateur, ça t'aide sans forcément que tu sois obligé de passer par une étape supplémentaire. Ok, intéressant. Tu vois, quand ils te proposent une fourchette de prix, une description, etc. Je trouve Tu vois pas un énorme module qui s'affiche à l'écran, notre moteur IA, notre PMU IA est en train non, parce que d'analyser vos trucs et en fait t'as raison, c'est fluide. ouais, c'est pas notre cœur de métier. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la prise de pari pour nos parieurs elle soit T'as raison. simple, efficace, et qu'ils puissent aller jusqu'à leur paiement facilement, qu'ils puissent retrouver leur data hippique facilement. L'IA, c'est plus une petite aide en plus pour transformer tous ces C'est un outil parcours-là. comme plein d'autres que vous avez à Ouais. disposition et qui vous aide au quotidien. Très intéressant là-dessus. Ta vision du product manager de demain, tu disais que le contexte avait quand même un peu évolué. Ouais. Forcément, les boîtes recherchent de la profitabilité, évidemment. Le product a beaucoup plus de moyens mis à disposition aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à un product manager aujourd'hui de par toutes tes expériences Ouais. pour être vraiment au top du top et performer dans son métier? Bah, je sais qu'on parle beaucoup de PM spécialisé. Je suis un petit peu d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est quand même toujours important, je pense, de garder cette vision un petit peu transverse du métier. PM spécialisé dans une industrie, dans Ouais, un... industrie. Je pense Ouais. que c'est bien d'avoir un petit dada. Moi, ça a toujours été la discovery, par exemple, si on parle vraiment métier pur. Pure expertise, ouais. Voilà. Ouais. Après, tu vois, on le voit chez PMU, c'est quand même intéressant d'avoir des PM qui connaissent le betting, un peu le hippique, parce que c'est tellement un métier particulier que forcément, si tu veux comprendre les métiers, les enjeux de ton entreprise, pourquoi on a cette stratégie-là, pourquoi pas une autre, Ouais. que c'est important quand même d'avoir au bout d'un moment cette connaissance sectorielle. Après, je nuancerai parce que moi, sur mon début de carrière, je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien de passer par plein de contextes différents, d'entreprises différentes,
parce que d'une part, ça te permet en tant que PM de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Ouais, C'est aussi bien, hein, personnellement parlant, d'aller vers quelque chose qui nous plaît, dans lequel on a du bien sens. sûr. Et une fois qu'on l'a trouvé, parce que on devient plus pertinent quand on va parler secteur ou autre chose avec toutes les personnes avec lesquelles on travaille en fait. Ouais, mais ça, on en discutait juste avant, mais effectivement, dans le marché qui se resserre aujourd'hui, alors plutôt dans le monde du conseil en product management, mais qui je trouve illustre quand même pas mal Ouais. peut-être l'employabilité sur le Mm. domaine. On nous demande quand même beaucoup plus de PM, soit ayant un passé très tech Ouais. sur un contexte particulier, soit dans un domaine Ouais. particulier d'expertise, un cas d'usage sur la fidélisation, Mm. ou alors vraiment dans l'industrie, genre l'automobile ou Ouais. le BTP. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'exigences là-dessus Ouais. qui est né, alors qu'avant, bon, on demandait à un product manager parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le terrain Oui. et il fallait qu'il corresponde à tout. Oui, c'est ce qu'on disait au début. Il y a un niveau de maturité qu'on a atteint sur le product management, je pense, même si ça continue de se transformer parce que historiquement, le PM, c'est un peu le mouton à cinq pattes. Il faut qu'il comprenne un petit peu la tech, il faut qu'il Tout à fait. comprenne les nouveaux enjeux. Aujourd'hui, par exemple, l'IA. Il faut qu'il comprenne le contexte économique dans lequel il est. Donc, il faut qu'il comprenne un peu le business. C'est important pour pas être perdu dans la stratégie de l'entreprise et d'aller à contre-courant et parfois créer des choses négatives en C'est entreprise. un peu l'architecte de ton bâtiment, je trouve. Tu sais, il doit comprendre tous les corps d'état. Ouais, Il doit lui-même savoir le client est à table et demande de refaire un peu ouais, l'organisation. Il doit savoir le faire, même faire une 3D de ton appartement plus tard. Enfin, tu vois, il doit ouais, c'est pas être vraiment évident. partout. Et d'un autre côté, que ce soit pour lui ou pour les gens avec lesquels il travaille autour, je trouve que ça atteint parfois un niveau tel de maturité en tout cas dans des organisations qui ne sont pas orientées pur produit, c'est des rôles qui sont, je vais pas dire difficilement compris, mais dont les périmètres sont un peu à cheval avec d'autres, quoi. Donc c'est à la fois une qualité, mais ça peut parfois amener aussi des défauts d'avoir cette espèce de gros niveau Oui, je suis de d'accord. maturité et de transversalité. Et en même temps, tu vois, j'aime bien cette image aussi de Xavier Niel qui est arrivé dans la téléphonie aussi, qui a révolutionné un secteur. Non pas sans connaissance, mais c'est Ouais. pas quelqu'un qui a été chez Orange pendant 30 ans avant Oui, et qui du coup a vu toutes les difficultés du ouais, milieu de domaine et qui en fait aurait dit c'est clairement impossible, tu vois. ouais. Donc je trouve ça bien de temps en temps aussi de ne pas être dans le secteur pour rêver un peu et que ce rêve donne un bon juste milieu avec tes contraintes sectorielles. Ah oui, totalement. Nous, c'est sûr qu'on apprécie les personnes qui viennent du betting, mais on va aussi beaucoup regarder, en tout cas pour la partie produit, des personnes qui peuvent être passées par le gaming, mais au sens large. Ouais, Tu vois, ok. le jeu vidéo, c'est Ouais. intéressant parce que il y a des mécaniques que tu vas retrouver, hein, de gamification, mettre du classement, tout ce qu'il y a autour des succès, tu vois, par exemple sur les consoles, etc. C'est des Mm, mm. choses qu'on peut retrouver chez nous aussi. Et c'est intéressant d'avoir des gens qui viennent de ce genre de secteur parce qu'ils peuvent être pertinents pour proposer ce genre de sujet. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Ok, très cool d'avoir ta vision du PM là-dessus. Tes gros enjeux sur 2026, là, si tu devais les résumer en une ou deux phrases, toi, Ouais. en tant que Head of Product de toute la partie digitale. Je dirais pas forcément de gros sujets, je dirais plutôt une continuité, de continuer à progresser avec toutes les équipes, produits, tech, métier, design, à essayer de se rapprocher et d'aller dans la bonne direction. Forcément faire atterrir tous les sujets stratégiques lancés par l'entreprise et que ça soit un succès et que surtout il y ait un sentiment de fierté dans les équipes d'avoir participé à tout ça. Ouais, Et puis nous, avec mon CPO Maxime et Mathilde, mon homologue, à continuer les travaux qu'on fait sur notre petit microcosme du département produit. ok, hyper intéressant, trop cool. Intéressant, je trouve, de découvrir aujourd'hui avec toi un peu comment ça se passait derrière ou en tout cas en complément de tous les PME qu'on peut voir dans nos communes. Ouais. Donc, merci de nous avoir éclairé là-dessus, merci de nous avoir partagé plein de bonnes pratiques, plein d'insights intéressants. Et puis, écoute, on suivra avec beaucoup de passion maintenant l'évolution de l'app, maintenant qu'on aura eu tous ces insights. Merci beaucoup en tout cas. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode très vite.